5% des parents étaient en burn-out et 8% étaient au bord du burn-out, ce qui représente quand même 13% de la population parentale. En Belgique, ça représente à peu près 400 000 personnes sur 3 millions de parents. Donc, tous les parents qui ont connu un burn-out parental, ils sont en général perfectionnistes. Donc, ils ont un idéal de perfection par rapport à leur rôle de parent. Ils veulent que tout soit parfait et généralement, c'est des parents qui n'aiment pas demander de l'aide, qui n'osent pas demander de l'aide. Donc, ils veulent tout faire tout seuls. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est des parents qui ont tendance à se sacrifier pour leurs enfants, qui ont tendance à sacrifier leur bien-être au profit du bien-être de leurs enfants. Ensuite, c'est des parents qui peuvent ressentir beaucoup de frustration de par les situations conflictuelles ou les situations compliquées qu'ils vivent avec leurs enfants et du coup, qui vont se sentir pas à la hauteur en fait dans leur rôle de parent. Et ils sentent une perte d'énergie physique et émotionnelle. Et là, la perte d'énergie physique et émotionnelle, ce qu'on appelle l'épuisement, en fait, c'est vraiment la première phase du burn-out. Et en fait, ça, c'est vraiment la chose qui doit mettre la puce à l'oreille, cet épuisement, ce sentiment d'être épuisé émotionnellement et physiquement. Parfois, il y en a qui n'arrivent même plus à se lever le matin, en fait, plus avoir envie de s'occuper de ses enfants. Et à ressentir vraiment une distance, c'est-à-dire qu'elle peut entendre son enfant tomber, pleurer et ne pas avoir envie d'aller s'occuper de lui en fait. Et entendre ça comme si ça se passait dans un autre monde, comme si elle était complètement déconnectée en fait de la réalité. Et là, elle va commencer peut-être à avoir des paroles et des actes violents envers ses enfants. Et puis aussi des jugements négatifs envers elle. Les signes, les facteurs de stress, qu'est-ce qui peut faire que on reconnaît les premiers signes justement du burn-out. La première phase est ne pas aller au-delà pour pouvoir réagir très vite et ne pas tomber dedans complètement. Alors le burn-out, c'est une accumulation de stress modéré. On croit que le burn-out, c'est un gros tremblement de terre qui nous arrive, mais en fait pas du tout. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et c'est plein de petits stress ou de stress modérés qui s'accumulent et qui, parce qu'ils sont chroniques et répétitifs, et parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, ils vont finir par épuiser en fait, épuiser à la fois l'organisme et le psychisme. Donc c'est plein de petits stress qu'on vit en tant que parent. C'est les nuits courtes, un enfant qui est malade, un enfant qui ne dort pas, où on ne sait pas à quel moment il va commencer à dormir réellement, à quel moment on va enfin pouvoir avoir une nuit. C'est majoré par les enfants, pour les parents qui ont des enfants qui ont un handicap ou qui ont un trouble particulier. Là, c'est vraiment majoré dans ces cas-là. Ils ont beaucoup plus de risques de tomber en burn-out. Et puis les parents, évidemment, ils ont une surcharge de travail, parce qu'en plus de leur travail, ils ont la maison, les enfants, etc. Que les facteurs étaient les mêmes, c'est-à-dire que l'absence de reconnaissance en milieu professionnel peut donner un burn-out et aussi dans la famille. C'est-à-dire qu'une maman, elle n'a jamais de reconnaissance. À la fin d'une journée, jamais personne va lui dire « Oh, c'est génial, tu as changé 10 couches et tu as fait des purées et tu as fait faire la sieste. » D'essayer de les diminuer. Il y en a certains qu'on ne peut pas supprimer, bien sûr. Un enfant malade est un enfant malade. On ne pourra pas supprimer ça, en tout cas pas du jour au lendemain. Par contre, on peut diminuer certains ou supprimer certains facteurs de stress et puis surtout augmenter les ressources qui vont permettre de contrebalancer. On essaie beaucoup de dire aussi aux enfants et de le faire nous-mêmes, mais de parler toujours en message jeu pour parler de nos émotions qui s'expriment, bien que parfois c'est l'autre qui vient stimuler l'émotion, mais c'est bien notre émotion qui s'exprime et donc c'est beaucoup de verbalisation. Et moi j'ai vraiment compris il y a quelques années que finalement le jeu c'est vraiment le langage premier des enfants. Donc qu'on utilise le jeu pour faire des choses avec eux dans un but ou qu'on prenne le temps d'avoir un moment de qualité et de jeu avec eux, c'est leur langue quoi. Et on peut faire passer tellement de messages par ça. Finalement j'avais moins de temps avec eux, mais j'avais vraiment envie que les temps avec eux soient vraiment des moments où on allait remplir nos réservoirs émotionnels quoi. Et donc je sais, j'ai appris un peu à identifier déjà moi encore une fois mon langage et puis la manière dont
conjoint fonctionne et la manière dont mes enfants fonctionnent. Et je pense que ça a aussi contribué, au-delà des outils de communication non violente, ça a aussi contribué finalement à améliorer la qualité de nos relations. Donc j'en parle aussi des fois en marge des ateliers Faber et Niche pour aussi fournir tous les outils possibles, toutes les clés de lecture possibles aux parents. Après, à chacun de piocher ce qui lui correspond, de définition et de sémantique. L'intention, pour moi, c'est une volonté. C'est aussi diriger notre attention dans un but. Et ça va être avant d'agir, avant l'action. Donc l'intention, c'est vraiment très intérieur et ça précède souvent l'action. En lien avec les émotions, l'intelligence émotionnelle, tout ce qui est autour de la communication bienveillante aussi. Je m'approprie ma formation de médiatrice et de communication bienveillante pour les accompagner dans leur tension. Se concentrer sur le positif. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je choisis de faire. Après, c'est un choix pour se reconnecter à sa nature profonde, à aussi se programmer à vivre le moment présent, à se mettre, à savourer le moment présent. Un moment fort en famille, d'être présente avec mes enfants, toujours de ton mieux. Mais ton mieux, il peut être ici un jour et là un autre jour. Donc, lâcher prise. Dire à mon corps, on va y aller là. Prête, mentalement je suis d'attaque et on va y aller, on va respirer tous les deux et tu vas voir que ça va bien se passer. Et au final, je le fais quoi. Alors qu'avant, jamais j'aurais cru capable que ça puisse être possible. Améliorer notre capacité de lâcher prise. Qu'est-ce qui revient en boucle et qui me stresse? C'est quoi mon agent stresseur? Qu'est-ce qui fait que je pars tout de suite sur les starting blocks, que je suis stressée? Faut aller voir derrière cette situation, qu'est-ce qui vient te gratter à l'intérieur? Quelle valeur tu apportes en toi et qui n'est pas respectée, qui n'est pas nourrie. Tu vois ça. C'est une opportunité de bien se connaître. Et une fois que tu te connais mieux, ça sera beaucoup plus facile pour toi de projeter l'avenir. Mais dans un premier temps, déjà savourer le moment présent et être avec soi. On apprend à s'aimer, on libère par l'amour pour soi. Et en libérant l'amour pour soi, on libère l'amour pour les autres. Et on contribue aussi finalement à un monde meilleur. Écrivez au moins 3 choses par jour, tous les soirs, que vous avez aimé dans votre journée, ou que vous avez savouré dans votre journée, ou des choses que vous avez entendues, ou un temps que vous avez intériorisé, qui a été agréable, un câlin avec votre enfant. Mais 3 choses que vous donnez la permission d'écrire et de repenser. Vous y repensez, vous le ressavourez à nouveau une deuxième fois parce que, encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence entre finalement la réalité et ce qu'il est en train de penser. Donc plus vous allez penser à ce que vous avez fait positif dans votre journée, plus votre cerveau il va se dire waouh, finalement c'est hyper positif ça. Il va se nourrir. Voilà. Prends le third eye ici. D'accord. On va pousser 3 fois. Là. Et après avec le sec, on tourne comme ça. Voilà. Donc 3 fois. Voilà. Et après, on va tirer ici, comme ça. Parce que ça, c'est vraiment les points. Vous avez mal à la tête, si vous portez les lunettes. Et là, ici, c'est vraiment point bien pour masser. Voilà, ici. Et jusqu'à le temps, comme ça, il tourne. Et après, monter là-haut, dans la ligne, les cheveux là ici. On va être là ici. Ouais. Et après, tourne, descendez. Et après, masser comme ça, avec voilà. Là, c'est bien comme ça. Et après, vous pouvez tirer les 2 points ici, là. Oui. Et après, vous poussez comme ça. Et après, vous tournez, descend ici.
comme ça, ici, là. Vous voyez? Oui. Et après, là, ici, dans le... Parce qu'il y a les 11. Ouais, voilà, c'est là. Ici. Ouais, puis comme ça. Oui. Et après, ici, pouce, là, le côté, de deux côtés. Oui. Comme ça. Pouce et shift. Voilà. Après, on tourne comme ça. Ça, c'est vraiment bon geste aussi. Allez, voilà. Et après, là, il y a les points ici. Si vous avez mal à la tête, vous pouvez appuyer ici. Dans les oreilles, normalement, il y a les points comme notre organe. Tous les organes comme dans les mains et dans les pieds aussi. Voilà, les oreilles, c'est vraiment bien pour faire les massages comme ça. Doucement. Attention là-bas, ça veut dire bien, mais un tout petit peu mal. Voilà. Mais de tous les fois-ci, restez ici. Bah, il y a des quelque part aussi, mais ici, souvent, c'est là. Si vous pouvez appuyer, parce que normalement, il y a les